Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans jamais plagier, mais en s'appuyant souvent sur quelques écrits. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez l'histoire où tout est vérifié d'Hélène Keller, une écrivaine américaine qui pourrait avoir plagié l'œuvre d'une autre. Oui, mais nous sommes bien placés tous les deux pour savoir, Stéphane, qu'en histoire, on ne fait jamais que revenir sur les brisées de nos prédécesseurs, car toutes les histoires que nous racontons ont déjà été racontées avant nous, mais du moins pouvons-nous nous les approprier quelque peu. Alors Hélène Keller, oui, elle est née le 27 juin 1880 à Tuscumbia en Alabama, et elle a une congestion cérébrale à l'âge de 2 ans qui lui fait perdre l'ouïe, la vue, et jusqu'à l'âge de 7 ans, elle sera quasiment incapable de s'exprimer. Du coup, c'est une enfant absolument déchaînée, nerveuse, qui fait des crises de colère, mais des crises de colère de frustration parce qu'elle n'arrive pas à dire ce qu'elle veut. Ses parents, absolument désarmés, cèdent à ses caprices, mais des caprices qui sont à peine exprimés, elle doit se rouler par terre ou gesticuler dans tous les sens. Elle ne sait pas parler du tout, s'exprimer du tout. Et elle va quand même, à force de volonté, parvenir à apprendre le langage des signes, le braille, et elle fréquentera surtout une école spéciale pour enfants aveugles. Sera l'élève d'un collège qui dépend d'Harvard. Ses études seront financées par un magnat du pétrole à la demande de Mark Twain. Donc voilà quelqu'un, le grand écrivain Mark Twain, voilà quelqu'un qui avait su attendrir sur la cause de cet enfant, un magnat du pétrole qui lui paiera ses études. Et elle va donc être la première personne sourde et aveugle à obtenir une licence de lettres. Alors, elle a produit une œuvre littéraire assez abondante, Hélène Keller, mais à une exception près, elle n'a écrit que des ouvrages autobiographiques. Pour quelle raison ? Le premier ouvrage qu'elle a produit, c'était bien une fiction, une nouvelle intitulée Le Roi de Givre. Et elle écrit ça à l'âge de 11 ans, en 1891. Je sais pas ce que moi j'en étais pas. Le général de Gaulle écrivait déjà très tôt, mais enfin bon voilà. Hélène Keller aussi. Bon, on est évidemment ébloui par la qualité du récit. On crie au génie dans son entourage, cet enfant sourde, aveugle, muette qui produit cette nouvelle merveilleuse, etc. Toute sa famille est aux anges, bien sûr. Pas pour longtemps, hélas, car l'éditeur reçoit bientôt une lettre lui signalant que la nouvelle en question ressemble en tout point aux Fées de Givre. Et les Fées de Givre, c'est le chapitre d'un recueil de contes publié 18 ans plus tôt, en 1873, Birdie et ses amis les Fées, écrit par une certaine Margaret Camby. Alors là, c'est la douche froide. Hélène, l'enfant prodige, admirée de tous, est alors accusée d'être la misérable plagiaire de l'œuvre d'une autre. Elle a beau clamer sa bonne foi, affirmer que son histoire est sortie tout droit de son imagination, elle ne convainc pas. On mène l'enquête, mais on ne trouve le livre incriminé nulle part, ni chez elle, ni à l'école Perkins, qui est l'institut pour aveugles où elle est scolarisée. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'elle a inventé cette histoire ? Eh bien, selon le psychiatre Carl Gustav Jung, il s'agit là d'un cas de cryptomnésie. Alors, du grec cryptos, là, les garçons, je vous ai parlé de cryptomnésie, codé, caché, et mnémé, mémoire. C'est la mémoire, la cryptomnésie, c'est le souvenir caché, la mémoire cachée. Donc, selon Carl Gustav Jung, un individu peut en toute bonne foi être convaincu d'être l'auteur d'une chanson, d'un trait d'humour, d'un poète, d'un texte implanté dans sa mémoire, sans être capable de lui attribuer une autre source que son propre esprit. Toujours selon Jung, d'immenses auteurs comme Nietzsche et Byron ont été victimes de plagiats involontaires et auraient recopié, sans le savoir, en toute bonne foi, des pages entières d'autres auteurs. Dans le cas d'Hélène Keller, on a fini par découvrir que l'histoire du roi de Givre lui avait été racontée juste une fois, quand elle avait 8 ans. Elle l'avait complètement oubliée, enrichie, et fait sienne avec le temps. Donc elle était parfaitement honnête en disant « mais c'est moi qui l'ai écrit ». Et c'est ce singulier épisode qui lui a fait renoncer définitivement à la fiction. Après, elle n'a écrit que des ouvrages autobiographiques. Mais enfin, au-delà de cet incident, c'est la volonté, la mémoire prodigieuse d'Hélène Keller qu'il faut retenir. C'est un miracle que cet être solitaire, plongé dans les ténèbres et le silence, soit finalement parvenu à communiquer avec l'extérieur et à
écrire. Pour rendre cela possible, il fallut le dévouement et l'amour de son ange gardien. Anne Sullivan, c'est elle qui lui a appris le langage des signes et elle est restée près d'Hélène Keller de mars 1887 jusqu'à sa mort en 1936. Donc elle est restée près d'elle pendant 50 ans. Hein. Ça, je ne sais pas si votre valet de chambre portoricain, que citait Mathieu tout à l'heure, restera. Ça dépend quelle était la nature de leur rapport. Alors, je vais vous l'expliquer. Ah oui. Pour communiquer avec elle, Hélène posait la main sur son visage. Anne Sullivan, elle posait la main sur son visage, un doigt sur le larynx, un doigt sur la bouche, un doigt appuyé contre son nez afin de sentir les vibrations produites par la parole. Elle formait également à toute allure des signes dans le creux de sa main. Et on raconte que le premier mot qu'elle comprit fut « if ». Donc « si ». Si en français, c'est-à-dire un si qui ouvrit devant Hélène Keller l'infini des champs du possible et qui allait faire d'elle une écrivaine, suffragette, militante pour la paix universellement connue. Hélène Keller est morte en 68 à 87 ans. Alors, moi, je voudrais quand même signaler, en conclusion, que cette chronique, à moi aussi, m'a ouvert les yeux. Car j'ai découvert qu'une expression que j'utilise à tout bout de champ depuis des années, et dont je ne connaissais pas l'origine, c'est « Ah, miracle en Alabama ». Et bien en fait, miracle en Alabama, ça vient du titre de la pièce de théâtre inspirée de la biographie d'Hélène Keller. Vous aussi, vous connaissiez cette expression ? Non, pas du tout. Mathieu, miracle en Alabama ? Non, je ne la connaissais pas. Et vous enquêterez pour nous savoir d'où vient l'expression, c'est la classe à Dallas. Ah oui, ça je demanderai à mes enfants. Je ne sais pas si c'est historique. Ma fille aînée l'utilise constamment. Ça, c'est la classe à Dallas. Ouais. Ah oui, ça a l'air de vous agacer. Il faudra enquêter. Merci beaucoup, Clémentine.